Si votre voisin crache sur le palier, que votre prof vous invite à sa fête d'anniversaire ou que l'agent immobilier hurle parce que vous n'avez pas enlevé vos chaussures avant d'entrer, c'est que oui, vous vivez un choc culturel. Et si vous voulez comprendre pourquoi, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Emeline Gaudichaud et je vous souhaite la bienvenue sur Cross Culturel. Ici, vous entendrez des témoignages, des histoires et des anecdotes en lien avec les différences culturelles. Si ça vous intéresse, pensez à vous abonner, comme ça vous recevrez une notification quand je sortirai de nouveaux épisodes. Pour parler de la Chine, on utilise parfois cette jolie périphrase « l'empire du milieu ». Mais est-ce que vous savez pourquoi ? L'Empire du Milieu, c'est pas juste un simple surnom, ça représente la façon dont les Chinois perçoivent le monde. Pour nous, Français, c'est plutôt simple. Quand on voyage, on dit « I come from France »,« France »,« France », même mot, même étymologie, pas de casse-tête. Mais pour la Chine, c'est un peu différent. En chinois, Chine se dit Zhongguo. Zhong, ça veut dire milieu, centre, et Guo, royaume ou pays. Donc littéralement, le pays du milieu. Et c'est comme ça qu'est née l'expression l'empire du milieu. C'est finalement une traduction un peu plus fidèle du mot Chine en chinois. Et vous avouerez que ça sonne quand même vachement mieux que le pays au centre là. Mais même si c'est une jolie formule, le mot empire, dans empire du milieu, divise un petit peu. Et oui, parce que pour certains Chinois, il donne une image un peu dépassée du pays, comme si on le voyait encore à travers le prisme du 19e siècle. Or, c'est précisément ce que les Chinois reprochent toujours aux Occidentaux, c'est de ne pas reconnaître la modernité de la Chine d'aujourd'hui. Bon, mais si on regarde une carte, la Chine n'est pas vraiment sur l'équateur, donc pourquoi s'appeler l'empire du milieu ? Le mot Zhongguo apparaît pour la première fois pendant la dynastie Zhou, vers le XIe siècle avant notre ère. À l'époque, le monde est encore un petit peu flou, enfin, surtout les cartes. Les Chinois imaginaient alors le monde sous forme de cercles concentriques. Au centre, il y avait la capitale impériale, c'est la civilisation, le cœur du monde civilisé, et autour d'elle, plusieurs cercles se déploient. Plus on s'éloigne du centre et plus l'influence politique et culturelle de la Chine diminue. Bref, dans la tête des Chinois de l'époque, le monde, c'est un peu comme une cible. Au centre, la civilisation, à la périphérie, les barbares dont il faut se protéger. Quand on dit l'empire du milieu, du coup, milieu, ça fait référence au centre de cette cible et à l'organisation de l'époque, à la vision du monde de l'époque. Mais ça, c'est l'explication géographique. Et cette idée d'un centre, d'un équilibre autour duquel tout gravite, elle ne s'arrête pas à la géographie. Elle traverse aussi toute la pensée chinoise. On la retrouve notamment dans le taoïsme et le confucianisme. Selon le taoïsme, le monde tient en équilibre entre deux forces, le yin et le yang. Et l'idéal, ce n'est pas de choisir un côté ou bien l'autre, mais c'est de maintenir une harmonie, d'éviter de basculer dans un extrême. Cette recherche du juste milieu, elle est propre à la pensée chinoise et elle porte un nom, Zhongyong, la voie médiane. C'est un pilier du confucianisme. Suivre la voie médiane, c'est rechercher l'équilibre, la modération, dans ses choix, dans ses relations, dans ses émotions. Au lieu de trancher systématiquement, d'être extrême, on va plutôt chercher à concilier, à s'ajuster à la situation. On va essayer de trouver un terrain d'entente en fait. Et ça, c'est un vrai choc culturel avec la France parce que, en France, le conflit est perçu comme salvateur. Pour vous donner un exemple, on a énormément d'expressions françaises qui prouvent que pour nous, le conflit, c'est nécessaire, ça clarifie les situations, ça libère. Par exemple, on dit beaucoup mettre les points sur les i et les barres au t, mettre les pendules à l'heure, crever l'abcès, mettre carte sur table, dire ses 4 vérités à quelqu'un. Or, tout ce qu'enseigne la pensée chinoise, c'est justement d'éviter le conflit, d'être dans le compromis, dans l'échange, ne pas faire perdre la face à son interlocuteur pour ne pas briser cet équilibre social. Donc vous l'aurez compris, le nom Empire du Milieu, il résume plutôt bien cette vision chinoise autour de l'harmonie et de l'équilibre.
Mais quand une civilisation place l'harmonie et l'équilibre au centre de tout, elle finit par se percevoir comme le centre du monde. On parle parfois d'une vision sino-centrée, c'est-à-dire une vision centrée sur la Chine. On pourrait aussi parler d'une vision ethnocentrée, c'est-à-dire centrée sur une ethnie. Cette vision sino-centrée, elle a pour conséquence que pendant longtemps, la Chine a entretenu des relations de type dominant-dominé avec ses voisins. Un système dit tributaire qui servait à maintenir la paix, mais aussi à rappeler la supériorité de la Chine. Donc pendant des millénaires, les Chinois se sont considérés, entre guillemets, comme les rois du monde. Ils se sentaient supérieurs à leurs voisins, et pour être tout à fait franche, il y avait de très bonnes raisons à ça. Laissez-moi vous en citer 3. Tout d'abord, la taille du pays. Aujourd'hui encore, la Chine partage ses frontières avec 14 pays quand même. Ensuite, parce qu'elle était à la pointe de l'innovation dans le monde. La boussole, la poudre, le papier, l'imprimerie, tout ça c'est elle, et ça mettra des siècles à arriver en Occident. Et pour finir, elle a été pendant longtemps assez isolée finalement, donc il n'y avait pas vraiment de rivaux à l'horizon. Tout ça a énormément contribué à ce sentiment de supériorité. Le problème, c'est qu'au fil du temps, au lieu de continuer à innover, la Chine s'est mise à regarder vers le passé. À partir du XVe siècle, le pays a privilégié la stabilité et la préservation des savoirs anciens. Ça a donc freiné l'innovation technique et le monde a commencé à la dépasser. Ce sentiment de supériorité, il a eu des conséquences désastreuses pour la Chine à partir du XIXe siècle. Parce qu'en se voyant comme l'empire du milieu, la Chine a longtemps pensé que rien ni personne ne pourrait la dépasser. Résultat, elle ne s'est pas inquiétée de la révolution industrielle en Europe, elle a largement sous-estimé à la fois les puissances des nations occidentales, ce qui a mené aux guerres de l'opium, on en a déjà parlé, mais aussi la capacité du Japon à se moderniser à une vitesse folle. Parce que pendant que la Chine s'affaiblit face aux puissances occidentales, il se passe quelque chose d'assez colossal au Japon, c'est la période Meiji. À partir de 1868, le Japon se lance dans des réformes radicales et en quelques décennies, il passe d'un pays semi-féodal à une puissance industrielle et militaire. C'est Bruce Banner qui devient Hulk, c'est Clark Kent qui enlève ses lunettes. Bref, vous voyez l'idée, la métamorphose du Japon, elle est aussi incroyable qu'inattendue. À la fin du XIXe siècle, le Japon entre en guerre contre la Chine, qui est déjà fragilisée, et la Chine doit céder Taïwan. C'est le traité de Shimonoseki de 1895. L'empire du milieu devient alors l'empire à genoux, ce qui met à mal ce sentiment de supériorité chinois. Aujourd'hui, cette vision sino-centrée, elle continue bien sûr d'influencer la politique du pays. La Chine se voit comme un acteur central dans les affaires mondiales et cherche à proposer sa propre vision du monde en opposition à celle des puissances occidentales. Par exemple, en 2013, Xi Jinping a popularisé la notion de rêve chinois, une sorte d'alternative à l'American Dream, le rêve américain. Le rêve américain, c'est donc la réussite individuelle, chacun pour soi, on se débrouille, que le meilleur gagne. Le rêve chinois, c'est presque l'inverse du rêve américain, finalement, c'est la réussite collective au service de la stabilité sociale et politique. Et aussi au profit du Parti communiste, qui se présente bien sûr comme le garant de l'équilibre social. Mais bon, ça on en parlera peut-être un autre moment. Cette notion de rêve chinois, elle s'inscrit dans une volonté de restaurer, je cite, la grande nation chinoise. Un projet politique qui vise à redonner à la Chine la place centrale qu'elle estime avoir perdue. Aujourd'hui, la Chine a pris un nouveau tournant, elle regarde parfois vers le passé, quitte à le réécrire d'ailleurs, mais elle avance avec l'idée de redevenir le centre du monde. L'empire du milieu, c'est donc pas juste un joli surnom, c'est une vision du monde, une vision qui a façonné la Chine pendant des millénaires et qui continue, aujourd'hui, d'influencer la manière dont elle se positionne sur la scène internationale. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à me mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, ça m'aide beaucoup. J'ai de plus en plus d'écoute sur le podcast grâce à ça d'ailleurs, donc un grand merci. Moi je vous dis à très vite sur Cross Culturel.